Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de socialmediapro.fr et chaque semaine, j'interviewe dans ce podcast un entrepreneur ou un influenceur du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir en premier invité Frédéric Canvet, expert en marketing digital depuis plus de 15 ans et fondateur du blog conseilmarketing.com. Frédéric a eu la gentillesse de prendre le temps de faire ce podcast alors qu'il avait le bras dans le plâtre et sa femme qui devait accoucher dans les prochaines semaines. Dans cette interview, nous discutons de son parcours, de son livre dédié au growth hacking et de sa technique favorite pour démultiplier votre influence sur LinkedIn. Ce podcast est sponsorisé par Markit.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite ? Markit.com est un puissant outil de création de pop-up ciblés à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc forcément d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Markit.com est un outil 100% francophone et, par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire de Markit.com. Si vous souhaitez tester Markit sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours en allant sur le site Markit, donc markeet.com. Et pour aller plus loin, en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur Markit.com, ajoutez le code INFLUENCE tout en majuscule. Donc INFLUENCE tout en majuscule. Et maintenant, passons à l'interview avec Frédéric. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast d'Influence by Social Media Pro. Je suis super content d'être avec Frédéric Canvet aujourd'hui et bien, je vais vous laisser Frédéric se présenter. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours ? Oh, c'est simple, en fait, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le marketing. J'ai commencé dans les années 98-99 en tant qu'assistant chef de produit dans les jeux vidéo. C'était un peu en fait ma passion. Le déclic qui est arrivé en fait quand j'étais à l'armée, j'avais fait le service militaire. Je suis un ancien du marketing. Et donc, en fait, pendant ces 9 mois à cogiter, à s'embêter, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie ? Et c'est là que je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est le marketing, c'est les jeux vidéo, les logiciels. Parce que j'ai eu un PC, je crois, à l'âge de 12 ans, quelque chose comme ça. C'était un Thomson, c'était il y a vraiment très, très longtemps. Et donc, c'est ce que j'adorais. Et puis donc, je me suis dit, ouais, c'est ça que tu dois faire, Fred. Donc, merci l'armée, ça m'a permis au moins de faire ça. Et de me reposer beaucoup et de faire du camping par au moins 5 dehors. Et donc voilà, donc j'ai commencé comme assistant chef de produit. Ensuite, j'ai travaillé dans des startups au niveau de tout ce qui est la startup de l'an 2000. Et ensuite, je me suis spécialisé plutôt dans tout ce qui est logiciel B2B. J'ai intégré des grands éditeurs internationaux comme Sage. Je travaille chez Effici CRM. Je travaille actuellement chez Eloquent. Et en parallèle de ça, en fait, je suis un peu comme Superman, j'ai une double vie, tu vois. Sauf que j'ai pas de collant en dessous de mon pantalon et que je me déguise pas dans les cabines téléphoniques. Mais donc, en fait, le soir, le week-end, et même pendant un certain temps, en fait, j'ai été consultant à temps plein. Mais en fait, quasiment tout le temps, bon, ça t'est pas arrivé à toi parce que t'as ta propre boîte, mais quasiment tout le temps, à chaque fois, les gens me disaient non, mais on vous veut à temps plein. Et donc, en fait, à chaque fois, j'ai dû laisser un petit peu l'activité de côté. Mais en fait, c'est vraiment une passion. Le marketing, pour moi, c'est vraiment une passion et c'est pour ça que je maintiens toujours mon blog et je travaille en parallèle. Un jour, je passerai peut-être à 100% sur le blog et donc l'activité de consulting. Mais c'est vrai que c'est quand tu as un business, c'est pas pareil que d'avoir une passion. Et quand j'ai switché au niveau du blog au niveau business, c'est vrai que quand il fallait vraiment facturer, faire du business et tout ça, c'était un petit peu différent. Mais voilà, je pense que quand ma fille sera un petit peu plus grande, enfin mes deux filles seront un peu plus grandes, là, je pense que je passerai un petit peu à être un peu plus cool, plus ralenti. Je passerai plutôt là-dessus. Donc j'ai aussi écrit un bouquin qui s'appelle Growth Hacking. C'était un objectif de l'année dernière. Donc c'était écrire mon premier bouquin physique, puisque des bouquins virtuels, des guides, des PDF, j'en ai au moins une quinzaine ou une vingtaine. C'était ma stratégie d'il y a 4 ans, en fait, d'écrire un bouquin par mois. Alors je l'ai fait pendant 6 mois et ça a bien marché d'ailleurs. C'est une stratégie qui m'a fonctionné pas mal. Donc écrire du bouquin papier pour être connu, puisqu'en fait on voit actuellement que un blog,
ou un site internet plus suffisant pour être reconnu. Et il faut aller au-delà en fait. C'est comme écrire du bon contenu, ça suffit plus pour être reconnu, il faut en faire une bonne promotion ou faire quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, le livre en cela était vraiment intéressant. Et donc, en fait, au début, c'était Duno qui m'a dit, tiens, voilà, on voulait écrire un bouquin sur le blog pro. Ah, mais je dis le blog pro, non, parce que je suis pas à 100% sur le blog, même si toi je fais 40 000 balles de chiffre d'affaires chaque année, ou 40-45 000, et que toi je fais 10-15 000, 15 000 de résultats chaque année, je fais pas en fait, c'est pas du full time, même si je pourrais très bien passer en full time. Et donc j'aurais dit non, moi ce qui m'intéresse le plus, ça serait un autre sujet. Et c'est là en fait que le sujet du growth hacking est arrivé il y a 2-3 ans, parce qu'en fait écrire un bouquin PDF, tu l'écris en 2-3 semaines, un bouquin papier, tu l'étales sur quasiment un an. Et donc en fait, c'est là que je me suis dit tiens, c'est un sujet qui m'intéresse parce que ça résonne en moi, c'est un petit peu ce que je faisais pendant des années et voilà, je l'ai fait en vrai. Alors, je vais te poser une question quand même parce que ça m'intéresse beaucoup. Tu as dit que tu avais commencé avec les jeux vidéo, tu vois, c'est ce qui te passionnait et tout. Et est-ce que tu as travaillé pour des boîtes qui, justement, créaient des jeux vidéo Bah oui, comme je te disais, avant de travailler dans les startups, je travaillais chez un éditeur de logiciels qui s'appelle Acclaim et j'ai bossé sur des super jeux vidéo. Il y avait un jeu de vidéo de bagnole qui s'appelait Revolt. C'était sur PC, c'était des jeux avec des RC, des modèles réduits et en fait c'était génial. C'était sans doute l'un des meilleurs jeux de bagnole qui était sorti sur PC à l'époque. Et tu vois, on testait tous les midis les jeux vidéo sur console, sur PC et tout ça. On faisait des traductions, on faisait des adaptations. J'ai bossé sur des jeux comme South Park et après sur quelques jeux comme sur Nintendo. Donc ça, c'était vraiment sympa. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était juste avant 2000. Juste avant 2000, en fait, il y avait beaucoup d'éditeurs français qui étaient présents. Et en fait, il y a eu une grosse vague. Il y a pas mal d'éditeurs qui ont manqué en fait la vague PC, les nouvelles vagues consoles, dont mon éditeur pour lequel je travaillais qui s'appelait Acclaim. Et donc en fait, ils ont eu beaucoup de mal. Il y avait aussi un éditeur français, je me souviens plus exactement lequel. Mais en tout cas, les éditeurs français ont eu beaucoup de difficultés et c'était très compliqué en fait d'aller travailler dans le jeu vidéo parce qu'il y a vraiment une grosse phase de restructuration. Et c'est pour ça que j'ai travaillé plutôt dans un site internet qui vendait des jeux vidéo et des logiciels. Donc en fait, c'est là que je continuais à animer un peu ma passion. Maintenant, je suis beaucoup plus light, tu vois. Je suis tombé en fait accro à des jeux en ligne comme Clash of Clans et compagnie, et je retrouve un petit peu ma jeunesse là-dessus. Ouais, je te comprends. Faut faire attention, super addictif les jeux sur smartphone. Ah oui, surtout que quand tu es consultant, c'était ce qui m'était arrivé. En fait, tu gères ton temps comme tu veux, et parfois tu as tendance en fait à faire beaucoup de choses qui te plaisent. Et donc, j'ai fait grosso modo 3 grosses erreurs quand j'étais à temps plein. La première erreur, c'est qu'en fait, comme je n'avais pas vraiment d'objectif financier parce que j'avais un matelas qui était assez important, je regardais souvent des documentaires ou j'écoutais des trucs en même temps que je bossais, et donc forcément ma productivité était beaucoup moindre. Donc ne peut jamais mettre la télé ou des choses comme ça en même temps que faire autre chose, surtout pas. Éventuellement de la musique, et encore la musique, certes c'est entraînant, mais ça réduit la productivité parce que souvent tu changes un petit peu les trucs qui te plaisent pas. Deuxième chose que j'avais faite, c'est que je faisais des choses pour me faire plaisir. C'est-à-dire que je m'amusais à créer des articles, etc. Sauf que au début, j'avais pas pensé à me dire, mais attends, faut que tu attires des clients, c'est pas uniquement faire plaisir avec des gens. Donc en fait, j'avais vraiment fait une politique très forte de création de contenu ciblé pour attirer les bons prospects. Et aussi pour créer du contenu qui permettait en fait de générer du business. Par exemple, en fait, avec un outil que tu connais qui s'appelle SEMrush, comme il y a une affiliation qui est assez importante, où tu gagnes 30%, puis c'est un produit qui est vraiment sympa, et ben en fait j'avais fait un gros effort, c'est-à-dire que j'avais fait plusieurs articles, j'avais fait du LinkedIn dans mes contenus, et j'avais écrit un guide spécifique là-dessus. Et donc grâce à ça, toi, j'avais un revenu passif de quasiment 500 € tous les mois. Donc que je me lève ou que je ne lève pas, j'avais 500 € comme ça qui tombaient tous les mois. Et ça continue toujours. Alors un peu moins bien maintenant, ça dépend des mois. Il y a des mois où je fais 500 €, des mois j'en fais 700, des fois j'en fais un petit peu moins. Mais donc c'est intéressant parce que ça a permis de mettre en place comme ça un système de revenus passif. Non, c'est sûr. L'affiliation, c'est quelque chose qui marche bien quand justement, comme tu l'as fait, on s'en donne vraiment les moyens. C'est-à-dire, si c'est juste partager un lien sur sa page Facebook, ça va pas fonctionner. Si par contre tu travailles vraiment, tu fais des articles, des vidéos qui expliquent comment utiliser tel outil ou autre, nous ça marche très très fort avec un outil qui s'appelle Instapage, qui permet de créer des landing pages et qu'on adore beaucoup. Du coup, on en parle presque tout le temps. Et au final, à force, comme ça, on a beaucoup de revenus passifs qui tombent parce qu'on a beaucoup de gens qui se sont inscrits à Instapage. Alors Instapage, je connais un peu. Personnellement, je préfère plutôt Themdrive. Je trouve qu'il est un peu plus complet, mais c'est vrai qu'il est plus complexe.
mais c'est un outil qui est plus complet selon moi, parce qu'en fait, c'est pas que de la landing page, ça permet aussi de faire des formulaires, ça permet de faire des comptes à rebours, ça permet de faire de design de landing page complet, ça permet de faire du A/B testing de titres, c'est assez sympa comme outil, puis c'est juste $19 par mois. Alors c'est vrai que c'est Instapage, je l'ai testé, c'est bien dès que tu as des besoins très simples, et tu veux te faire une petite landing page qui est vachement sympa. Du coup, on va continuer quand même sur les questions importantes de l'interview. Quelle est ta vision du marketing digital en 2018 maintenant ? Puisque tu pars quand même d'une vision assez lointaine. Tu as vu tout ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Donc pour toi, aujourd'hui, on en est où ? Alors en fait, toi, tu m'aurais posé la question il y a 20 ans de ça. Quand j'ai commencé, je dirais ouais, le marketing, c'est 80% de bon sens et 20% de connaissances. Allez, et maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives vraiment sur un niveau de spécialisation qui est important. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir un background qui fait 80% en fait des connaissances, et après tu as un peu de feeling, un peu d'imagination et de bon sens sur 20%. Je te donne un exemple très simple. Moi, quand j'ai travaillé dans des startups dans l'an 2000, tu vois, je faisais du web marketing, du marketing produit, je gérais des catalogues et tout ça. Bah, je faisais tout, je faisais les emailing, je faisais les gifs animés sur le site, je créais le contenu, je faisais des partenariats, je faisais le mec qui faisait tout le marketing, quoi. Et en fait, maintenant, c'est plus possible. Là, par exemple, j'ai travaillé il y a 2 ans de ça dans une boîte qui s'appelle Effici, qui est un éditeur de logiciels belge de CRM, et c'est un marché qui est international et très concurrentiel, parce qu'on était face à des Salesforce et des compagnies, et des Microsoft CRM et compagnie. Et donc en fait, c'est là que je me suis dit ça va le faire, Et sauf que là j'étais dans un milieu qui était très concurrentiel, les AdWords étaient très compliqués puisque tu as un coût par clic qui est d'une vingtaine d'euros. Alors quand tu as ton boss qui te dit ok d'accord, allez on va mettre 500 euros, je dis attends mais 500 euros, je vais à peine pouvoir tester quelques trucs, quoi. Le problème c'est que quand tu as un coût par clic de 20 euros, tu peux pas miser sur les mots-clés les plus chers, donc tu dois chercher la longue traîne qui a pas forcément un gros volume, etc. C'était assez compliqué. Donc maintenant, je trouve que tu deviens quasiment hyper spécialiste. Si tu veux vraiment optimiser des campagnes AdWords, on a fini par faire appel à un prestat qui nous a aidé là-dessus pour vraiment être au taquet, parce qu'en fait, il y avait les campagnes qui n'étaient pas extraordinaires, je les avais un petit peu optimisées, ça marchouillait un peu plus, mais on avait des petits soucis. Donc j'ai refait les landing pages, j'ai refait toutes les annonces, j'ai refait en fait les call to action, mais voilà, on a dû quand même être un petit peu aidé, conseillé. On a pris une journée d'une agence pour un petit peu nous guider là-dessus, parce que on était trop. Je trouvais que les résultats n'étaient pas suffisamment bons, quoi. Facebook Ads, encore une fois, il y a 2 ans, c'était quand même relativement simple. Tu vois, nous, on avait besoin, par exemple, de faire de l'acquisition de trafic, de leads, sur l'Allemagne, parce qu'en fait, c'est un pays, en fait, on n'était pas présent, on voulait ouvrir une filiale. Et donc, on avait juste un commercial tout seul qui était là-bas dans son coin, et donc il fallait lui générer du lead. Donc on est passé par des lead brokers qui permettent tout de suite d'avoir des leads. Mais ensuite, je me suis dit le seul moyen, c'est d'aller chercher un petit peu du prospect via de l'AdWords et du Facebook Ads. Et c'est vrai que il y a quelques années c'était simple, maintenant c'est assez compliqué parce que le coût pour clic et au clic est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de formats, beaucoup plus de ciblage, donc ça prend plus de temps. Tu peux pas juste comme une campagne AdWords la mettre en place et tac, c'est fini. Donc ça a donné pas mal de résultats. Pareil pour le content marketing, c'est devenu vraiment compliqué. Alors moi, j'en fais depuis très halontemps, donc je connais un petit peu les bases. Et quand je suis arrivé, j'étais un petit peu halluciné par ce qu'ils faisaient. Pareil, il n'y avait pas de campagne de marketing automation. C'était un petit peu hallucinant. Il n'y avait pas de scoring des leads qui arrivaient. Enfin bon, il fallait tout mettre en place. Donc en fait, si tu n'as pas une vision complète et en même temps, si tu n'es pas hyper spécialiste, c'est compliqué. Donc pour moi, vraiment, c'est ça, c'est que on arrive à une spécialisation des métiers. Et donc, en fait, de plus en plus, dans une entreprise, tu auras des gens qui s'occupent des salons, les gens qui s'occupent de l'acquisition de trafic, d'autres sur le content, etc., etc. Donc voilà, il y a beaucoup de techniques et il faut toujours garder les yeux ouverts. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté, c'est que le marketing, c'est vraiment accéléré. Il y a de plus en plus d'outils qui sont à la disposition, et si tu n'as pas un minimum de veille, en fait, tu peux vite tomber à côté d'autres choses. Ça va de plus en plus vite, surtout que tu as, les frontières du marketing se sont totalement effacées. Tu l'as dit tout à l'heure avec Instapage, maintenant tu arrives à utiliser des outils qui sont faits à l'autre bout de la terre. Et avec le growth hacking, c'est pire encore, puisqu'en fait, donc tu as les gros outils officiels, comme tu l'as dit, Instapage, on parlera de SEMrush, on parlera de TrendDrive, etc., etc. Mais en plus, en fait, tu as plein de micro-outils qui sont utilisés et qui permettent de faire des petits trucs sympas. Par exemple, tu vois,
au niveau de Twitter, moi j'utilise Twakit, qui est un petit utilitaire qui est assez sympa, qui permet de faire l'auto-message, direct message de bienvenue, auto-DM, bon, qui est interdit par Twitter, blablabla, mais bon, ça continue de marcher, puis tant que t'es pas pris, tu continues. Hein. Donc en fait, ça fait de l'auto-DM, qui est assez sympa parce que comme ça tu peux répondre de manière automatique à des personnes, ça fait de l'auto-ajout de compte, donc ça c'est nickel, et c'est un petit peu une question que tu m'as posée tout à l'heure et on va en discuter, mais ça permet d'avoir un petit peu d'automatisation. Par exemple aussi sur Instagram, tu vois, je suis en train de tester un petit outil qui s'appelle Combi, qui permet d'automatiser le like et tout ça, le follow sur Instagram. Sur LinkedIn, j'utilise pas mal LinkedIn Helper, qui permet d'ajouter des gens de manière ciblée avec un message de bienvenue, etc. Donc en fait, ces outils-là, si tu t'intéresses pas vraiment au marketing, tu passes complètement à côté. Et si tu es un marketeur un petit peu traditionnel qui fait ça juste, on va dire, 7 heures par jour, de 9h30 à 19h, 18h, 18h30, tu peux tomber à côté de ces perles-là, et à ce moment-là, tu es un petit peu dépourvu par rapport à d'autres personnes. En même temps aussi, tu as de plus en plus de personnes, grâce au growth hacking, qui n'ont plus froid aux yeux, qui font du spamming, qui font des choses qui sont illégales. Hein. Alors, c'est ce que je ne préconise pas, mais il faut savoir en fait que l'ancienne manière de faire du marketing est un peu remis en cause par des nouvelles pratiques. Et si t'es pas au courant de tout ça, tu peux te faire vite fait avoir. Par exemple, tu vois, j'étais en train de discuter avec mon boss là, il y a pas très longtemps et on parlait de stratégie marketing et je lui disais mais attention, hein, nous on a une déontologie parce que on est une boîte qui fait beaucoup de lobbying, ceci, cela, etc., etc. Mais je dis mais attends, si un jour il y a des startups américaines qui débarquent sur notre marché, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pas s'embêter, elles vont aller à la méthode bourrin, elles vont aller récupérer des fichiers à droite à gauche, et elles vont commencer à spammer, elles vont commencer à téléphoner, et donc il faut être prêt à utiliser, peut-être pas ces techniques-là, mais en tout cas s'en protéger un minimum. Voilà. Ah, c'est sûr, ça évolue très très vite. Et des outils, comme tu le disais, il y en a tout le temps qui sortent. Tous les jours, on voit des nouveaux outils qui apparaissent, qui sont parfois très très bien. Et comme tu le sais, il n'y a plus de frontières, donc ça peut très bien être un outil qui a été fait en Inde, qui est fait par une dizaine de développeurs, mais un truc incroyable, vraiment ultra puissant à utiliser, ou un outil français ça peut venir de n'importe où. Et c'est juste incroyable. Tous les jours, je les Français sont assez doués. Hein. Toi, d'ailleurs, tu as un outil. Et c'est vrai qu'au niveau français, je trouve que les Français n'hésitent pas à sortir de très bons outils bien développés. On a une bonne culture d'ingénieurs et de développeurs. Par exemple, Twakit, là dont je te parlais, est un outil français. Par contre, LinkedIn Helper, dont je parlais, je crois que c'est un outil indien. Et Combi, je crois que c'est un outil français aussi. Alors, on a discuté de pas mal de choses. Quel est ton canal d'acquisition aujourd'hui favori? Je vais même diviser en deux. Je t'arrête. Quel était ton canal favori, on va dire, il y a 5 ans, et quel est ton canal favori aujourd'hui? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que traditionnellement, un blog, c'est du texte. Il faut être honnête. Un blog, c'est du texte parce que il y a 5 ans, les canaux principaux pour générer du trafic, qu'est-ce que c'était? C'était les moteurs de recherche, c'était Google. Les gens commençaient à taper dans leur moteur, et donc forcément, moi, c'est mon canal plutôt le plus efficace parce que j'ai un historique qui est important. Je regarde un petit peu mon trafic et je vois que j'ai toujours, en fait, j'ai pas un article qui fait 10% de mon trafic. Comme j'en ai des milliers, chacun apporte une petite pierre et à l'édifice, et ça permet en fait d'avoir un gros trafic. Maintenant, c'est devenu extrêmement dur. Je trouve que c'est devenu extrêmement dur de bien positionner un article. Si tu fais juste écrire un article comme ça, tu vas généralement dans le mur. Moi, à chaque fois, je recommande aux gens qui veulent lancer un blog, une activité ou n'importe quoi, de se dire, ok, ton blog, ton site internet, au début, il va te servir certes avec une vitrine, à faire de la capture, à vendre, etc., avoir tes landing pages, mais en fait, et faire du retargeting, etc. Mais en fait, au départ, tu n'arriveras pas à attirer du trafic avec le moteur de recherche parce qu'il y a trop de monde et Google a une énorme inertie. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois commencer par écrire quelques articles de base et le plus tôt possible, dès le départ d'ailleurs, tu vas aller chercher du trafic ailleurs en faisant du guest posting, des interviews comme celle que tu es en train de faire maintenant pour aller chercher le trafic là où il est.
Alors tu peux après le chercher sur d'autres canaux, Facebook, etc., etc. Alors au niveau des canaux que j'aime beaucoup, moi comme je suis spécialisé vraiment en B2B, c'est vraiment ma spécialité. Maintenant je le vois, entre le B2B, le B2C, l'e-commerce, c'est plus du tout la même chose. Moi qui ai travaillé dans l'e-commerce dans les années 2000, maintenant à chaque fois qu'il y a des gens qui me disent ouais, est-ce que tu peux m'aider pour lancer mon site e-commerce, je dis systématiquement non. Non, parce qu'en fait c'est devenu tellement différent. Enfin, c'est pas non plus le jour et la nuit, mais tu as tellement de canaux qui sont différents, de pratiques et de bonnes choses à faire que je pourrais donner les bases, mais je pourrais pas être un excellent en e-commerce. C'est trop tard, trop spécialisé. Donc c'est pour ça en fait que je préfère plutôt LinkedIn comme canal de communication et d'acquisition, puisqu'en fait c'est un outil qui a été hyper sous-estimé pendant des années et des années. Et même moi, tu vois, j'ai vraiment explosé au niveau de LinkedIn parce que j'ai fait un travail il y a 3 ans dessus. Et donc en fait, LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment en retard par rapport à Facebook pour tout ce qui est un petit peu sécurité, permissivité, etc. Donc en fait, ils laissent faire beaucoup de choses que ne fait pas Facebook et il y a un vrai trafic, ce qui n'est pas le cas par exemple sur Twitter. Donc en fait, c'est un canal qui est vraiment très très bien et si tu suis un petit peu leurs innovations, leurs règles et tout ça, tu arrives très rapidement à pouvoir générer pas mal de trafic. Donc en fait, tu as certes quelques petites limites encore en termes de nombre de comptes. Je crois que c'est 30 ou 35 000 personnes que tu puisses suivre avec ton compte. Je crois qu'il n'y en a que 10 000, je crois, qui peuvent suivre tes notifs. Mais c'est un petit peu, pour moi, je dirais que LinkedIn, c'est le Facebook d'il y a 3, 4, 5 ans. Voilà. Donc en termes de ce que l'on peut faire, de ce qu'on peut avoir comme trafic, parce que maintenant, tu sais comme moi que Facebook est devenu très compliqué à avoir du trafic entre guillemets, je dirais pas gratuit parce que créer du contenu c'est gratuit, mais c'est devenu vraiment complexe si tu ne payes pas et si tu fais pas gaffe à ton ROI. Tandis qu'en fait sur LinkedIn actuellement tu peux encore grâce à du content marketing, en suivant les gens, etc., tu peux générer un trafic qui est intéressant. Voilà. Alors voilà mon point de vue là-dessus. Je trouve que c'est un canal qui est bien, voilà, qui est encore bien, qui est sous-estimé. Alors je pense qu'ils vont un petit peu petit à petit fermer un petit peu ce canal-là, et ils ont déjà commencé puisque ils ont sanctionné quelques outils de growth hacking qui faisaient de l'autofollow automatique et des choses comme ça. Donc en fait, petit à petit ils vont le faire et c'est obligé parce que comme ils sont trop permissifs, il faut qu'ils fassent attention entre devenir le Facebook pour les pros. Et donc avoir une notoriété, un trafic, une visibilité, des gens qui vont régulièrement, et pas que des consultants, pas que des chercheurs d'emploi, pas que des gens qui ont un truc à vendre, mais qui est vraiment des gens qui viennent régulièrement. Et le fait que cette plateforme est sursollicitée, en particulier avec la récupération des adresses B2B. Bon, quelque part, la loi RGPD de mai prochain va aider un petit peu et faire un peu de ménage en interdisant l'utilisation d'adresses B2B comme ça, non sollicitées, mais et ils sont vraiment sur une marge et sur une ligne qu'il faut faire vraiment attention parce qu'ils peuvent très bien tomber dans l'excès inverse en étant trop ouverts. Donc à suivre, du coup si vous faites du B2B, ton conseil c'est d'aller sur LinkedIn là maintenant tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, parce qu'en fait c'est vraiment là que tu peux commencer à créer une communauté, générer de la visibilité, etc. etc. Par exemple, moi j'utilise beaucoup actuellement la vidéo sur LinkedIn, parce qu'en fait c'est un truc qui pousse eux aussi, la vidéo native, et pas une intégration YouTube. Et grâce à ça, en fait, tu arrives à faire des trucs sympas. Après, si tu as une petite communauté de contacts, tu peux aussi leur demander, tiens, liker, commenter, etc. mon article, et là tout de suite ça te fera un petit peu remonter également. Donc il y a plein de petites astuces comme ça que tu peux utiliser de manière très simple pour faire en sorte que l'engagement soit plus fort, la visibilité soit beaucoup plus forte. Ouais, comme tu le disais, c'est les astuces qu'on pouvait utiliser sur Facebook il y a encore quelques années et qui maintenant, non, c'est plus possible. Bah oui, ça devient plus compliqué en fait. Ouais. Alors dis-moi, donc tu as lancé ton site web il y a combien de temps maintenant ? Ah, c'était en 2006, donc ça fait 12 ans. Donc c'est normal que tu sois bien référencé sur Google du coup. Comment est-ce que tu travailles ton propre branding ? Alors en fait, je vais être assez clair. Au départ, en fait, quand j'ai lancé Conseil Marketing, mon objectif, c'était en fait de lancer un site entre guillemets d'agence. C'est-à-dire que Conseil Marketing, c'était nous. C'était entre guillemets, nous sommes une agence, blablabla. Et donc en fait, j'avais volontairement
fait en sorte que le blog, en fait, c'était pas un blog personnel. Et c'était assez marrant parce que les gens étaient un peu étonnés quand je leur disais mais non, mais je suis tout seul, c'est le blog, c'est moi, quoi. Et parce qu'ils pensaient qu'il y avait toute une équipe derrière, parce que je faisais souvent aussi appel à du guest posting, des articles invités, des interviews et tout ça. Et donc en fait, ça donnait une image très corporate et c'était un petit peu ce que je voulais. Sauf que je me suis rendu compte il y a 3, 4, 5 ans que en fait ça ne marchait plus. Enfin, marchait pas aussi bien. Parce qu'en fait, les gens maintenant, ils font confiance à un spécialiste, à un expert, et ils veulent de l'émotion, ils veulent en fait qu'on voit quelqu'un. Et donc en fait, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule il y a, je crois que c'était en 2015, quand je me suis dit, wow, putain, ouais, mais ça va pas, quoi. Il faut créer vraiment une connexion avec mes lecteurs. Faut pas être trop corporate, trop lisse. Et donc, de plus en plus, je dis je dans les articles de blog. Je mets ma tête sur le site. Maintenant, il y a ma tête systématiquement. Je demande aux gens de me rejoindre dans les podcasts un petit peu comme celui-là. Alors, je suis pas encore au tutoiement, presque, parce qu'en fait, souvent dans les podcasts, souvent je tutoie. Dans une vidéo, j'y suis encore. J'ai encore un peu de réticence, mais j'essaye de tutoyer. J'ai beaucoup de mal aussi avec le tutoiement. Je vois plein d'infopreneurs francophones qui tutoient les gens dans les vidéos. Et après, je pense que ça dépend vraiment de ta cible aussi. Il y a des gens qui vont plus ou moins raisonner avec ça. Moi, quand quelqu'un me tutoie dans une vidéo, en fait, je saute de vidéo parce que ça m'énerve. Mais ça dépend, je pense, vraiment de la personnalité de la personne qui regarde. Ouais, et puis ta personnalité à toi, ton produit, si tu es dans le marketing B2B, c'est vrai que si tu dis vous, c'est mieux parce que devant un client, tu lui dirais ça. En fait, il faut parler comme si tu parlais à un ami. Mais quand tu es dans le dev perso, ça, il y a beaucoup de gens dans le dev perso qui s'adressent aux petits entrepreneurs, aux gens qui sont un petit peu, je dis pas défavorisés, mais les gens qui sont qui sont un peu, qui cherchent à faire de l'argent rapidement. Le tutoiement permet d'avoir une proximité. Mieux, c'est sûr. Ouais. Donc le tutoiement, j'essaye d'un peu le faire dans mes podcasts. Et j'essaie autrement de mettre un petit vouvoiement, mais j'ai toujours un peu de mal. Mais en tout cas, c'est super important de mettre de l'émotion, parler de soi, dire qu'on n'est pas content. Par exemple, là, tu vois, sur Facebook, si tu veux avoir un petit peu de commentaires, maintenant, il faut faire vraiment de la polémique ou des choses comme ça. Sur LinkedIn, alors là, ça marche du feu de Dieu. Si tu chatouilles quelques mecs qui sont un petit peu influenceurs, par exemple, il y a pas longtemps, il y a Franck Gauthier là qui s'amusait à faire ça en disant ouais, je vais mettre tout le monde d'accord ce que c'est le social selling et qu'est-ce que c'est le personal branding, et en disant ouais, et puis en mettant en copie quelques personnes qui sont connues pour être un petit peu montées en quart de tour. Moi, il m'a mis parce qu'on se connaissait, etc. Et donc forcément, ça a généré des dizaines de commentaires, de machins et tout ça. Et ça, c'est une excellente manière de remonter en fait dans les résultats et de faire sortir un truc. Pareil, j'avais aussi un collègue en fait qui travaille dans le social selling et qui a fait un article, mais pourquoi les commerciaux ne doivent surtout pas prospecter? Et donc en fait, ça c'est des articles un petit peu polémiques où tu mets de l'émotion, des choses comme ça. Donc toujours mettre des exemples à toi et dans tes articles aussi mettre des trucs un petit peu drôles, des illustrations. Moi j'essaie toujours de travailler mes illustrations, ce que je mets. Je fais réaliser souvent des dessins en offshore. Sur des sites comme Fiverr, 5 euros et compagnie, pour avoir des illustrations qui sont propres à moi et qui me permettent de me distinguer des autres. Et j'essaie d'utiliser un petit peu l'humour. Voilà. Donc c'est vraiment important. Il faut mettre de l'émotion. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Je te rejoins complètement là-dessus parce que on va prendre un exemple concret. Ces 2 derniers mois, j'ai organisé beaucoup de webinaires pour parler des publicités Facebook. Et sur certains webinaires, je me montre pas. Tu vois, genre, je parle pendant le webinaire, tout ça. Sur d'autres webinaires, je commence le webinaire en me montrant, en discutant avec les gens, en plaisantant un peu avec eux. Et les webinaires où je me montre, on a beaucoup plus de résultats, on a beaucoup plus de ventes à la fin, de personnes qui vont nous poser des questions qu'à l'inverse. Donc pour le coup, il faut vraiment créer une connexion avec les gens. C'est très important. Ouais, je fais exactement la même technique. Ce qui se passe, et même en conférence classique. En conférence classique, avant de commencer la conférence, à peu près 5 à 10 minutes avant, tu dis waouh. Enfin, je dis peut-être pas waouh comme ça, mais je dis alors bonjour à tous, merci d'être venus en avance, c'est super sympa. Donc aujourd'hui, je suis avec Mathieu, on est en train de faire ci, faire ça, voilà, on va voir le web séminaire ensemble. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous avez vu et tout. Bon, je vois qu'il y a Jacques. Bonjour Jacques, comment ça va? Est-ce que tu as des questions particulières, etc., etc. Donc, il faut mettre un petit peu d'énergie au départ et mettre un petit peu d'émotion, et c'est après en fait que tu peux commencer vraiment à avoir une connexion avec les gens, un relationnel, et qui te fassent confiance. Ouais, très important.
Ouais, de toute façon, le marketing aujourd'hui, c'est ça, c'est avoir une conversation, une connexion avec les gens, très très important. Alors tout à l'heure, tu disais que tu as un peu une double vie et tout ça. Comment est-ce que tu organises tes journées de travail? Et du coup, quelles sont les tâches que tu adores faire, celles que tu détestes et que tu préfères déléguer le plus rapidement possible? Voilà, raconte-nous un peu tout ça. En fait, les tâches que j'aime pas faire, c'est souvent les tâches un petit peu rigoureuses parce que je suis assez créatif. C'est tout ce qui est business plan, tout ce qui est copier-coller Excel, les trucs un peu rigoureux, etc. Ça, en fait, comment je fais pour m'en débarrasser? C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de faire le plus tôt possible. C'est-à-dire quand je sais que j'ai un truc chiant comme ça, je sais que c'est le matin où je suis le plus efficace, et donc je le fais dès le matin, en lisant très rapidement mes emails et tac, je fais ce travail-là. Ça, c'est vraiment important. Après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de mon organisation personnelle, j'essaye en fait le matin de pas perdre trop de temps à lire des emails. C'est-à-dire qu'en fait, quand je rentre, je regarde toujours les petites dernières urgences, mais souvent en fait, je les ai déjà vues sur mon smartphone dans les transports auparavant. Donc, en fait, j'ai trouvé une bonne méthode d'organisation qui me convient bien, c'est travailler par plage. C'est-à-dire que dès que je reçois un email, dès que je reçois quelque chose à faire, en fait, je programme directement dans mon agenda un certain nombre de tâches à effectuer. Ce qui fait que dans la journée, je sais exactement ce que je dois faire. Et si jamais je déborde, je recale après derrière. Mais tous les jours, en fait, tout mon agenda est quasiment tout le temps plein. Et ça permet vraiment de guider et d'éviter en fait de partir un petit peu à la dérive. J'utilise également aussi un petit, là j'ai pas un papier, mais j'ai un petit carnet avec ma to-do list que j'essaye de faire dans la journée ou dans les 2-3 jours. Et à chaque fois je barre et tout ça. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça permet d'être directement et de en fait pouvoir dire ok ce que j'ai fait. Donc ma journée type en fait c'est simple, hein, je me lève vers les 8 heures, donc là je gère un petit peu ma petite vie de famille. Ensuite en fait je vais sur mon smartphone et je regarde un petit peu les news, je balaye un petit peu, je trie, je filtre et tout ça. J'arrive au travail et donc là généralement je fais un petit partage ou un petit truc sur LinkedIn et puis après donc hop je travaille sur ma plage de travail du matin. Généralement j'ai 1 heure, 2 heures de plage de travail et ensuite je fais une petite pause de midi où je fais un petit peu de détente et puis après l'après-midi hop je repars en fait là-dessus. Ça c'est pour le niveau un petit peu pro. Au niveau perso en fait ce que je fais c'est qu'en fait je travaille plutôt en fait le soir et le week-end. C'est-à-dire qu'en fait après 21h30 quand la petite vie de famille est passée, au lieu de passer mon temps à regarder la télé ou des séries télé comme le font beaucoup de gens, en fait tout simplement j'allume mon ordinateur. Comme moi en fait le marketing c'est une passion, c'est pas une contrainte, et donc en fait là je trie un petit peu les emails, je vérifie un petit peu ce que je dois faire et généralement je suis là un peu plus pour faire du suivi, pour traiter un petit peu des partenariats de demande, etc., etc. Alors j'ai mis en place aussi depuis 3 ans déjà. En fait, c'était à la lecture du livre La semaine de 4 heures que j'ai mis en place en fait un système d'assistante virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une assistante virtuelle qui est à Madagascar et qui travaille pour moi à peu près, on va dire, là elle travaille beaucoup parce que je lui ai donné un fichier Excel à exploiter, mais elle travaille, je pense, on va dire à mi-temps pour moi. Et en fait, elle est chargée en fait de faire plusieurs choses. Elle gère tout ce qui est l'ouverture des comptes à mes formations, les réponses très très basiques à ces demandes-là. Elle est également chargée de répondre à toutes les demandes par chat de mon site internet, puisqu'en fait, je lui ai donné à peu près, il y a 80 pages de FAQ qui existent, et grâce à ces 80 pages, elle est capable de répondre à quasiment à 80% des demandes. Elle me donne 3-4 chats par jour, et ça, c'était un excellent moyen que j'ai fait pour avoir plus de connexion avec mes lecteurs. Parce qu'en fait, pendant très très longtemps, en fait, je me rendais compte que les gens laissaient plus de commentaires, ils savaient pas utiliser le moteur de recherche, et pourtant sur le site, il y a toutes les réponses. Donc en fait, j'ai mis un petit chat proactif qui dit voilà, est-ce que je peux vous aider? Et donc en fait, avec ce chat proactif, les gens prennent enfin le réflexe de poser leurs questions. Et grâce à ça, en fait, le chat arrive par une adresse email qui arrive chez mon assistante, et donc elle reçoit les messages et plusieurs fois par jour, 7 jours sur 7. Elle répond, et grâce au message type, ça permet de faire un premier niveau. Alors, il y a des déchets, des fois elle tombe à côté, c'est pas facile quand tu es à l'étranger de connaître la France, mais bon, elle arrive comme ça à gérer un peu ces demandes-là, et en fait ça m'a permis en fait de faire face à une baisse de trafic, puisque j'ai eu une sanction de Google. De toute façon, comme chaque année, tous les sites importants ont toujours des sanctions de Google à un moment donné, et ça a permis en fait d'aller rattraper le trafic qui était un petit peu en baisse depuis quelques temps, en allant chercher un peu de trafic, en mettant un peu plus en avant la pop-up, etc., etc. Donc moi je vous invite vraiment
à savoir ce qu'il faut déléguer, ce qu'il faut garder. Alors c'est un certain coût, par exemple là tu vois, comme j'ai donné un gros boulot, elle m'a coûté plus de 1000 euros l'assistante ce mois-ci, mais d'habitude en fait elle me coûte grosso modo dans les 500-700 euros tous les mois. Je l'ai fait également faire du travail de sous-traitance de transcription de vidéos, comme on est en train de faire ensemble là. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, comme je te le disais, mon blog étant très centré sur le texte, et puis c'est quand même plus sympa quand on fait une interview comme ça. Tu vas généralement pas te la taper de A à Z. T'aimes bien voir les grandes lignes où il y a des choses intéressantes. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une transcript de qualité. Ouais, ça dépend vraiment des gens en fait. Il y a des gens, ils vont aimer l'écouter justement en allant au travail, dans les transports par exemple avec un podcast. D'autres, ils vont vouloir voir la vidéo. Et il y en a d'autres, ils ont juste envie de regarder le texte rapidement, de quoi on a parlé, les grands mots. Et c'est intéressant justement de proposer les 3 solutions. Ouais. Bah, en fait, moi, je suis comme toi. Je fais les trois. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo ou un podcast ou n'importe quoi, enfin, je mets sur plusieurs supports. Par exemple, quand je fais un bon article, ce que je fais, c'est que j'écris l'article. Ensuite, je fais un screencast de l'article. Ensuite, je mets la vidéo du screencast sur YouTube, Vimeo et compagnie. Et ensuite, je mets le son en fait sur mon audio Boom et mon SoundCloud pour les mettre après sur iTunes pour mon podcast. Donc en fait ça me permet d'avoir en une seule fois plusieurs contenus. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre les formats sont vraiment différents. Je l'ai vraiment remarqué. Le podcast est un format qui permet d'avoir des formats longs comme tu vois où on est en train de discuter depuis une demi-heure et d'avoir plus d'intimité, plus de relationnel où les gens écoutent à fond. Par contre sur YouTube, tu regarderas, je pense que tu regarderas les stats de vue de cette vidéo. Les gens ils regardent beaucoup moins, ils sont zappeurs, ils sont moins attentifs. Donc en fait, même si YouTube maintenant privilégie les formats longs, ça c'est arrivé il y a 2 ans. Quand ils ont vu que Facebook était en train de truster tous les formats courts, maintenant ils privilégient les formats longs dans leur moteur de recherche. Donc moi j'ai vu mes vidéos qui sont traditionnellement longues croître en termes de vues. Et voilà quoi. J'utilise également Facebook également. Ça marchouille un peu sur de la vidéo. C'est pas mal, mais le truc c'est que comme tu as très peu de vues, c'est pas aussi puissant quoi. Ou alors faut sponsoriser ton article, etc. Non, c'est sûr. Alors dis-moi, quelle est la technique marketing ou la publicité qui t'a le plus marqué dans les 12 derniers mois? Bon, alors, je te dirais, en faisant de la pub, c'est le growth hacking, bien entendu. Puisqu'en fait, le growth hacking, pour moi, c'est ce que tu es obligé de faire quand tu n'es pas connu en fait sur le marché. Là, tu vois, je travaille pour une grosse boîte qui s'appelle Eloquent, on est 85 en France, et comme on a une image de marque, on s'adresse aux grands comptes, on n'a pas le droit de faire plein de choses. Enfin, on n'a pas le droit. C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais le problème, c'est que si tu te grilles quand tu as, on va dire, 5000 clients potentiels en France, si tu te grilles auprès de quelques-uns, si tu as une mauvaise image, tu peux tout de suite te casser un petit peu du marché. Donc, en fait, le growth hacking, c'est vraiment intéressant quand tu es un petit freelance, une petite boîte, un indépendant, et c'est vraiment bien parce qu'en fait, ça a mis un petit peu, ça a mis des mots et des techniques sur ce que je faisais depuis des années. Moi, j'appelais ça l'efficacité maximale, c'est-à-dire que tu essaies de faire un maximum de choses avec un minimum de temps et d'argent. Donc là, en fait, vraiment, le growth hacking, je trouve ça vraiment sympa parce que, tu as l'aspect truc et astuce avec dans growth hacking, il y a hacking, il y a hacking, c'est-à-dire, tu as des petits outils, tu as des techniques qui sont un peu à la limite. Tu vois, je te parlais du répondeur automatique sur Twitter, je te parlais du suivi auto sur LinkedIn, etc. Puis en même temps, tu as un aspect un petit peu cartésien pour savoir comment tu vas optimiser ton business avec ce qu'on appelle le tunnel AARRR, c'est-à-dire qu'en fait tu vas modéliser ton cycle de vente en disant voilà, il y a l'acquisition, l'activation, il y a la rétention, il y a la recommandation et il y a le revenu. Et donc en fait tu analyses à chaque fois, par exemple tu as 1000 visiteurs sur ton site internet, ensuite tu as 100 inscrits à ta news par exemple, ton compte de démo, ensuite tu as 5 ventes, ensuite tu as 2 personnes qui recommandent et il y en a 2 qui achètent, et donc tu dis ok, où je perds en fait ma productivité. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça s'adapte à n'importe quel secteur d'activité et ça permet comme ça de savoir où prioriser ses affaires, puisqu'en fait suite à cela, donc tu as ce fameux tunnel.
tu sais où où tu dois travailler. Après, tu as un système de brainstorming que tu vas dire, ok, ben voilà, je travaille pendant une demi-heure, une heure, essayer de trouver des idées, rechercher sur Internet par moi-même, etc., etc. Et suite à cela, en fait, tu listes tes idées et tu les notes via la méthode, ce qu'on appelle ICE, c'est-à-dire que tu mesures l'impact, l'émotion et le revenu que tu vas générer avec ces différentes actions. Tu les notes avec des coefficients de 1 à 10. Enfin de 0 à 10 on va dire, 1 à 10 ou 0 à 10, et après tu vois un petit peu ce que tu aimes bien, donc tu as généralement une quick win, un truc qui est facile à mettre en place mais qui fera pas la révolution, et puis tu as une ou deux qui sont assez importantes, et là tac tu vas choisir dans ces une ou deux qui sont assez importantes, c'est qui est le plus importante, et tu vas essayer de mesurer les résultats. Voilà. Et du coup, justement dans le growth hacking, est-ce que tu as vu une technique en particulier qui t'a bluffé? Tu vois, un truc un peu borderline mais que tu as trouvé juste hallucinant? En fait, il y en a vraiment beaucoup. En fait, ce que je dirais, moi, le problème, c'est qu'en fait, dans le growth hacking, beaucoup de gens se laissent un petit peu avoir par le fait, justement par ces techniques un peu borderline, où les gens se disent, waouh, il a osé faire ça. Waouh, le mec, il est vachement malin, il a réussi comme ça à faire des trucs. Sauf qu'en fait, c'est un coup, en fait. Tu construiras pas enfin, tu auras du mal à construire un petit peu ton business sur le long terme si tu fais juste ça. Ce qui est intéressant, c'est plutôt d'essayer de se dire comment tu vas construire un business durable et qui va être rentable sur le long terme. Donc c'est pas forcément l'astuce ou l'outil qui va te permettre de faire la différence sur le long terme, mais c'est vraiment d'avoir une bonne technique et de savoir que tu es dans le bon entonnoir de conversion. Donc voilà, je dirais que plus que l'astuce, c'est plus mettre en place cette méthode pour essayer de se dire je suis dans un environnement contraint parce qu'en fait j'ai des revenus et des outils limités, qu'est-ce que je dois faire qui va apporter le maximum de résultats. Après si tu me dis bah là qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, bah sincèrement, moi je dirais vraiment de manière terre à terre qui peut être mise en place par tout le monde. C'est un outil comme LinkedIn Helper, hein. Tu sais, tu fais des invitations automatiques avec une petite promo, un petit machin, et c'est vraiment simple à faire. T'as pas besoin d'avoir de trucs très compliqués. Après, il faut juste savoir mixer savamment automatisation et émotion, humanisation. Parce que si tu fais que de l'automatisation, c'est ce que je faisais pendant très longtemps, c'est-à-dire que je republiais automatiquement sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, machin, etc., etc. Et ben en fait, ça marchait pas ou ça marchait pas très bien. Il faut vraiment mettre de l'émotion, parler de soi, etc., etc. Autrement, cette automatisation va au contraire nuire à ton activité et les gens se disent ouais c'est du spam. Donc il faut essayer de trouver le bon, les bonnes idées entre les deux, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais assez récemment, en tout cas au moment où on fait cette interview, Twitter ont passé justement une nouvelle façon de travailler où tu n'as plus le droit justement de republier plein de fois des articles que tu as déjà publiés pour éviter justement cette espèce d'effet pas sponsorisation, mais automatisation à outrance. Et je suis le premier à l'avoir un peu trop fait sur Twitter aussi, sur mon compte perso, où je republiais les anciens articles un peu en permanence que j'avais déjà publiés. Et c'est vrai que du coup, je peux comprendre que Twitter est un peu limité cette façon de faire. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que Twitter est victime de sa permissivité. Pendant des années, ils ont accepté d'avoir des robots, d'avoir des messages automatiques, d'avoir en fait des faux profils, d'avoir des trucs qui étaient complètement à l'inverse de ce que recherchent les gens. C'était vraiment du tout et n'importe quoi. Et donc forcément, maintenant, ils se le prennent en pleine face et ils essayent en toute détresse de remettre des choses au clair. Bah, je sais pas si moi sur Twitter, plein de gens me disent mais j'y vais plus, c'est trop le bordel, il y a que des robots, il y a rien d'intéressant. Et c'est vrai que quand tu te connectes, moi j'ai des ajouts automatiques, mais la plupart du temps c'est des robots, des trucs X ou des gens qui font de la promo de trucs Instagram, etc., ou de l'auto-follow, etc. Donc en fait là ils ont été vraiment dans l'excès inverse, trop d'automatisation tue la plateforme. Et c'est là qu'on voit que des gens comme Facebook sont un peu plus intelligents et ils savent un petit peu remettre en cause la promo, remettre un peu plus de trucs de perso. Et non, Twitter est vraiment arrivé à un moment donné où ils ont de fortes chances de disparaître parce qu'ils ont pas su faire le pas. C'est comme par exemple, toi, il y a 10 ans de ça, tu avais une entreprise qui s'appelait Dig, un site internet, et ben en fait, ils se sont fait avoir aussi, pourtant ils valaient des milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait trop de manipulation, trop d'automatisation. Si les gens ne savent pas mettre le haut là-dessus, ça devient une plateforme qui devient une plateforme trash et c'est pas intéressant. Voilà. Alors du coup, quelle est ta vision
marketing pour le futur, les tendances futures qui approchent? Est-ce que ça va toujours être autour du growth hacking? Est-ce que tu vois d'autres choses arriver? En fait, le growth hacking, le truc c'est qu'il y a toujours des trucs et astuces, mais ça sera toujours. Une fois que le truc et astuce il est connu, il sert plus à grand chose. Donc en fait, il y a toujours une fuite en avant, des petites idées, et c'est toujours intéressant, mais c'est pas facile à suivre. Et comme je le disais, il vaut mieux avoir structuré un business sur le long terme qui fonctionne bien là-dessus. Ce que moi je vois comme difficulté, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de canaux, de plus en plus de méthodes, et ça devient de plus en plus complexe. Alors même s'il y a toujours des grandes tendances, des choses qui sont simples, il y a toujours de l'AdWords, il y a toujours du Facebook Ads, il y a toujours un peu de LinkedIn, un peu de réseaux sociaux, etc., etc. Des gens en fait qui lancent un business ou qui ont un business existant, c'est pas forcément évident de savoir quoi faire. Il y a tellement de choix, c'est le choix cornélien. Donc en fait, il faut vraiment se dire qu'est-ce qu'on va faire en fait. Le content marketing aussi, tout le monde disait ouais c'est la clé, c'est la réussite, mais sauf que ça devient de plus en plus compliqué également de sortir du lot. Donc en fait, il faut à la fois utiliser des logiciels pour gagner du temps tout en étant un petit peu humain. C'est vraiment dans une dualité qui est pas facile. Automatiser sans trop automatiser en mettant de l'émotion. En même temps, je vois que ça devient de plus en plus compliqué pour des petites entreprises, des petites structures de sortir du lot. Tu vois, Facebook là qui a augmenté un petit peu ses tarifs, le coût par clic qui est devenu beaucoup plus important. La complexité de la plateforme font que c'est plus à la portée de tout le monde faire de l'emailing maintenant. C'est relativement simple, mais faire du mailing de manière un petit peu intelligente, des fois tu es obligé de faire t'es obligé de prendre la tête, quoi. Moi, généralement, j'essaye de faire 7 messages en autorépondeur sur chacun de mes bonus. Alors, pendant très longtemps, je le faisais pas. Et là, en fait, j'ai changé. Je suis passé chez un outil qui s'appelle GetResponse et qui permet comme ça de gérer du multilist. Mais pendant très longtemps, j'étais sur Aweber et c'était un outil qui est un peu ancien, que j'utilise depuis des années, mais qui est pas très bon. Et donc, en fait, tout ça pour te dire qu'en fait, c'est de plus en plus complexe. Donc, il faut savoir un petit peu comment on va faire pour automatiser les choses sans trop automatiser. Donc ma vision sur les tendances futures, il faut savoir à la fois surfer sur les nouveautés, puisqu'en fait, quand un LinkedIn sort de la vidéo, faut que tu sois prêt à mettre de la vidéo. Quand tu vois le podcast également, que c'est un format qui marche bien, parce qu'en fait les gens ils écoutent ça dans les transports, donc c'est une bonne chose. Voilà, il faut savoir faire des choix, être un minimum présent, sans pour autant se disperser, parce que ça peut être vraiment quelque chose qui peut être qui peut te prendre beaucoup de temps si tu dis j'ai une page Facebook animée, j'ai un ceci, j'ai cela. Moi par exemple, tu vois, il y a mes lecteurs qui m'ont dit j'aimerais bien en fait que tu m'aides un petit peu à animer ma page Facebook. Et là je suis en train de sortir une petite vidéo qui explique comment tu peux animer une page Facebook en 30 minutes par jour pendant 30 jours avec 30 actions qui sont vraiment très très simples que tu peux faire. Voilà, donc en fait il faut savoir saisir les opportunités sans trop se disperser et mesurer le ROI. En même temps, en fait, c'est selon tes forces, parce qu'il y a des gens qui sont très bons à l'oral, il y a des gens qui sont plutôt cartésiens, qui sont plutôt bons en annonce AdWords ou Facebook. Enfin, il n'y a pas de recette magique. Voilà. Ouais, donc ça devient compliqué. Ça dépend de tes ressources aussi, de ton équipe, si tu as une équipe, parce que c'est sûr que si tu démarres, que tu es tout seul, il vaut mieux se concentrer sur un ou deux canaux. Là, et voir s'il fonctionne, tu testes. Bon, si ça fonctionne pas, tu passes à un autre canal, mais tu peux pas être partout en même temps. En tout cas, aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était possible. Tu pouvais être sur les différents canaux un peu en même temps. Aujourd'hui, à moins d'avoir 10 personnes avec toi, c'est très compliqué. Ouais, tu vois, par exemple, typiquement, moi, Twitter, je suis vraiment passé au service minimum. C'est-à-dire que j'ai de la republication automatique de mes articles. Je fais un petit peu de retweet grâce à Buffer. Toi, j'en programme un certain nombre, une dizaine maintenant. Eux, tu vois, ils sont passés à être plus restrictifs. J'ai également Deliverit qui me permet en fait de synchroniser quelques comptes. Donc voilà, j'ai de la publication automatique. J'ai le Twakit là pour faire un message de bienvenue. Je publie de temps en temps des photos, des machins et tout ça. Mais cette plateforme, je l'ai un petit peu délaissée parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, ça convertit pas beaucoup. Facebook, par exemple, aussi, tu sais, en fait, pendant très longtemps, je l'ai un petit peu délaissé parce que je vais utiliser beaucoup mon profil perso. Et donc, mon profil perso marche pas mal, mais je suis arrivé aux limites des 5000, et donc là, je suis un peu limité. J'ai relancé il y a un an ou deux, même pas ma page, mais c'est trop tard parce que l'algorithme avait beaucoup changé, j'ai peu d'engagement, etc. Et donc là, c'est un outil que je mets un petit peu de côté. Je me concentre plutôt sur LinkedIn comme je suis plutôt en B2B. Après, tu vois, par exemple, Instagram,
j'ai fait quelques tests, quelques essais. Bon, j'ai une présence minimum, mais je suis pas au taquet, tu vois, là-dessus. Il faut dire SoundCloud. que ça a beaucoup évolué Instagram. C'est un peu pareil, il y a 2-3 ans, c'était assez simple de faire grossir le compte facilement. Tu pouvais utiliser des outils d'automation qui allaient suivre 10 000 comptes dans la journée et tout, et t'augmenter très, très vite. Aujourd'hui, ils limitent un maximum. Tu peux te faire bloquer ton compte très rapidement si tu suis trop de monde. Du coup, ça devient beaucoup plus complexe. Et c'est un peu pareil, à moins d'utiliser de la publicité Facebook sur Instagram. Tout ça, c'est un peu plus dur qu'avant. Après, ça dépend de ta communauté, ça dépend de ta cible. Si tu peux avoir une communauté très engagée, tu vas pouvoir augmenter assez rapidement sur Instagram, mais sur des thématiques un peu comme les nôtres, marketing ou autres, c'est très compliqué de toucher puis, du monde. faire attention aux tendances. Par exemple, tu vois, Snapchat, je m'y suis jamais trop mis. Il y a un an ou deux, tout le monde disait ouais, tiens, Snapchat. C'est vrai que c'est bien parce que tu peux avoir de la vidéo, tu peux avoir de l'interaction, c'est vachement proche des gens, etc., etc. Mais est-ce que les gens sont vraiment beaucoup sur Snapchat dans ma thématique à moi? Tu vois, il faut faire attention à pas faire attention aux effets de mode. Tu vois, par exemple, dans les méthodes actuellement, tout le monde parlait il y a 1 an et demi, 2 ans, du dropshipment, c'est-à-dire que tu faisais de la livraison directe, etc., avec Amazon. C'est devenu un peu plus dur, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut faire attention à se dire, il y a toujours une nouvelle méthode, une nouvelle baguette magique qui permet de booster ton business. Donc, il faut essayer déjà de prendre une méthode, que ce soit du content, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit du podcast, que ce soit je ne sais quoi, mais essayer de mettre une méthode et d'aller au maximum. Et pas d'aller faire du touche à tout, parce que si tu fais juste un tout petit peu de ceci, un tout petit peu de cela, un tout petit peu de ceci, et ben en fait tu vas pas forcément avoir des bons résultats, ou ça va être long. Donc il faut bien sûr mesurer le ROI. Moi j'utilise beaucoup des outils de tracking, comme par exemple ClickMeter ou Link Tracker, qui permettent de mesurer le nombre de clics, les visites, etc., etc. Après je le fais pas suffisamment souvent, je reconnais, mais quand je fais quelques tests, c'est assez intéressant de savoir. Alors maintenant, j'ai 5 questions pour toi, un peu éclairs pour la fin de l'interview. Alors, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Bon, alors, je vais faire ma promo, donc ça va être mon livre, le Growth Hacking, puisqu'en fait, c'est un bouquin que j'ai coécrit avec Grégoire Gambato en septembre dernier. Donc en fait, c'est un bouquin qui doit faire 300-400 pages et qui explique les bases du Growth Hacking, et en plus, il y a 4 heures de vidéo dans un club privé. Donc ça, c'est un petit peu les bases pour comment lancer un produit, comment être sûr que ça marche, etc. Donc ton livre qui s'appelle comment? Le Growth Hacking. D'accord. Donc on peut trouver facilement sur Amazon. Ah oui, en fait, alors, comme je disais, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, et puis surtout, c'est un sujet qui était super à la mode. Personne, à part Franck Gauthier, qui avait sorti un bouquin un petit peu avant, n'avait sorti le sujet. Donc, en fait, c'est vraiment hyper intéressant d'être pris là-dessus, parce que grâce à ça, tu vois, j'ai pu reprendre contact avec des personnes que je connaissais, même toi d'ailleurs, on a repris contact ensemble sur Facebook grâce à ce bouquin-là. Et ben en fait, c'est vraiment un outil qui est super bon. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le papier ou le physique entre guillemets quand on est dans le virtuel. C'est-à-dire que tu peux très bien envoyer un goodies, des cadeaux, des choses comme ça par courrier, puisque en fait c'est tellement commun d'envoyer un bouquin PDF, tandis qu'un bouquin papier, souvent tu dis waouh c'est pas mal, ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est mon bouquin, bien entendu, je fais ma promo, mais en fait autrement, s'il y a un livre vraiment qui m'a beaucoup marqué, que je trouve vraiment très bien, c'est tout simplement La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je pense que c'est un bouquin que tout le monde devrait lire. Alors, il faut faire attention parce que ce bouquin-là est un peu dangereux également, puisque si tu le lis au premier degré, il te parle beaucoup de revenus passifs, de laisser en fait ton business tourner pour toi, etc., etc. Chose qui est devenue assez difficile. Et je connais beaucoup de blogueurs qui ont lu ce bouquin-là, qui ont décidé de mettre un revenu passif, sauf qu'en fait le marché, le volume n'est pas suffisant en France pour que des petits produits à 50, 100 euros, etc., te permettent de vivre correctement. Il faut toujours, quand tu fais tu mets en place entre guillemets du passive income, toujours vendre de la formation, de la prestation, du consulting avec, autrement tu ne vis pas suffisamment, parce que le marché n'est pas aussi large que chez les Américains. Donc voilà, j'ai fait une critique du bouquin sur mon site, tu pourras regarder tranquillement. Il faut, pour ce livre, il faut aussi se remettre dans le contexte. Timothy Ferriss, il l'a écrit, je crois, il y a plus de 10 ans maintenant. 2008, Et à l'époque, donc 10 ans pile, et à l'époque, le marché était un peu moins saturé sur Internet. C'était beaucoup plus facile de lancer un petit produit, de toucher des revenus passifs assez simplement. Et de nos jours, même aux États-Unis,
même avec un gros marché, il y a une concurrence énorme, quel que soit le marché de niche que tu vas choisir, et à moins, comme tu le disais au début, de devenir un vrai spécialiste, vraiment de quelqu'un de très très doué dans ce que tu fais, c'est de plus en plus compliqué de percer sur Internet. Tout à fait. Donc, il vaut mieux choisir une micro-niche et d'essayer d'être présent là-dessus. Mais souvent, une micro-niche, bah, t'as moins de volume, donc d'où l'intérêt de faire après du consulting ou des choses comme ça. Et d'être sûr que les gens soient prêts à payer. Parce qu'en fait, moi, je connais beaucoup de gens qui disent, ouais, je vais me lancer dans le développement perso ou je vais aider les blogueurs à gagner de l'argent sur Internet. Le problème, c'est que tu t'adresses à des gens qui n'ont pas de pognon et qui sont pas prêts à mettre 500 euros, 600 euros dans une formation et dans une formation ou dans du consulting. Et donc, à ce moment-là, ça va être compliqué pour toi d'en vivre. Donc, en fait, tu vois, le tutoiement, là, on y arrive facilement, finalement. Donc voilà, donc c'est important. Puis j'aime bien Tim Ferriss parce qu'en fait c'était un peu un gros hacker avant l'heure, puisqu'en fait il explique justement des petites techniques comment il a détourné le marché. Toi, je sais plus ce qu'il disait, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est qui est assez intéressant là-dessus. Et si vous ne connaissez pas Tim Ferriss, c'est super intéressant de suivre un peu ce qu'il fait, de voir son parcours, parce qu'il a écrit pas mal de livres assez étonnants pour certains, comme pour apprendre à cuisiner en 4 heures, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, c'est aussi un investisseur dans plein d'entreprises. Il était pendant très longtemps dans la Silicon Valley, tout ça. Maintenant, il a bougé, je crois, il est à Austin, parce qu'il supportait plus trop l'ambiance de la Silicon Valley. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un à suivre, son blog, tout ça, c'est super intéressant. Alors dis-moi, justement, c'est quelque chose, parce que Tim Ferriss fait aussi un podcast, et il a souvent une question, c'est une question qu'on retrouve donc du coup chez lui, et que je vais poser moi aussi. Est-ce que tu as une citation qui te vient souvent à l'esprit ? Alors bon, comme je te disais tout à l'heure, ce que j'aime bien l'efficacité maximale. Mais après, en fait, moi j'essaye de prendre en compte en fait le fait que tu apprends tout le temps. Donc en fait, je serais tenté de te dire tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment se dire, ok, il y a des choses qui se passent pas bien, mais en fait, on va y arriver. Il faut surmonter les choses, il faut positiver, voir le beau côté des choses. Tu vois là, par exemple, à l'heure où je te parle, tu vois là, j'ai le bras cassé, j'ai l'épaule cassée en 3 morceaux, et donc en fait, bon bah c'est assez délicat, mais bon, ça me permet en tout cas, par exemple, de voir que la dictée vocale, ça marche pas mal. Ça m'a permis aussi de reprioriser des choses et donner plus de choses à faire à mon assistante virtuelle. Donc en fait, il faut vraiment se dire, on va y arriver. Je vais y arriver. Si on positive et si on se dit, ok, ça va, on va trouver la solution, tout de suite tu acquiers un état d'esprit qui va faire que tu vas réussir. C'est vraiment important, essayer d'éviter les mots négatifs comme par exemple, je vais essayer ou ça va être dur, ça va être compliqué. Non, ok, c'est vraiment important. Avoir cet état d'esprit positif servira partout, tout le temps, et ça évitera de tomber en fait dans des spirales négatives. Le monde est de plus en plus compliqué, je trouve, et de plus en plus dur. Et si t'as pas en fait un état d'esprit qui te permet d'aller plus loin, tu risques vraiment rapidement de prendre des claques dans la figure et tout ça. Donc en fait, je pense qu'il faut essayer d'avoir cet état d'esprit qui est très américain, qui est pas très français, qui essaie de se dire ok, allez, on y va, on essaye de sortir des choses, même si c'est difficile. Voilà. Ouais, et j'irais même plus loin. Une grande différence entre les Américains et les Français, c'est que parfois, beaucoup de Français, ils vont y aller, tu vois, ils vont quand même tenter le coup. Enfin, il y en a beaucoup, ils vont pas tenter le coup, mais ceux qui vont tenter le coup, ils vont parfois pas continuer dans la longueur. Tu vois ce que je veux dire ? Ils tentent le coup, ils s'arrêtent au bout de 4-5 mois parce que bon, ça marche pas aussi bien qu'ils voulaient. Alors que les Américains, bon, ils tentent le coup, ça marche pas, ils recommencent, et ils recommencent, et ils recommencent. Oui, ils savent pivoter aussi. Ça. En fait, les Américains ont un sens business qui est beaucoup plus fort que le nôtre. Les Français ont une culture très entre guillemets, je vais dire ingénieur, très produit, tandis que les Américains ils s'encombrent pas vraiment de ça, c'est business is business. Et tu vois, moi j'ai travaillé pendant très longtemps avec des Américains quand je travaillais chez Sage, et c'est vrai que la mentalité est complètement différente. Tu voyais la mentalité franco-française où on se voyait sur les process, les produits, les machins, et eux ils disaient mais non, on s'en fout. Par exemple, tu vois, j'avais un directeur marketing là-bas qui s'occupait d'un de mes produits, et donc en fait, tu vois, il était à un moment donné
il disait, on parlait à un moment donné qu'on avait passé de témoignages. Qu'est-ce qu'il faisait sur les salons? Il prenait son smartphone et il filmait directement les gens. Et hop, il disait, voilà un témoignage. Mais les gens lui disaient, mais attends, c'est un truc un peu fait à l'arrache. Est-ce que tu as l'autorisation du gars? Ah non, non, je l'ai pris. Puis voilà. Donc en fait, ils hésitent pas. Et c'est toi, cet esprit growth hacking qui vient aussi un petit peu de là. C'est les mecs qui ils osent tout, quoi. Et donc c'est assez intéressant de reprendre un peu cette mentalité. Alors la mentalité américaine est très particulière. Personnellement, je la trouve très hypocrite et très en fait de façade. Mais c'est quand même, il y a quand même des choses un petit peu à apprendre chez eux. C'est ça, il y a du bon et du moins bon. Alors, moi, comme partout en France, tu sais, les gens sont assez critiques, assez. Même moi, tu vois, en fait, là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui est assez intéressant. En fait, pourquoi je lis ce bouquin? Je l'aurais jamais lu, sauf que en fait, parce que être riche m'intéresse pas. C'est qu'en fait, j'ai pris un abonnement chez Audible, qui est en fait les livres audio chez Amazon, et j'essaye de lire des bouquins entre guillemets cultes. Je sais pas si tu connais le Personal MBA. Si, en fait, ouais. qui est un énorme pavé. Ouais, voilà. Et donc en fait, le principe c'est de lire une cinquantaine de bouquins dans une thématique. Et dans ces cinquantaines de bouquins, je crois qu'il y a Père riche, Père pauvre, il y a la semaine de 4 heures, il y a machin, tout ça. Et donc en fait, grâce à Audible, toi, j'écoute en audio dans les transports ces bouquins-là que j'aurais jamais eu le temps de lire en fait, parce que maintenant, j'ai plus que 45 minutes de transport le matin et 45 minutes le soir. Et donc, en fait, c'est moins pratique qu'auparavant. Des fois, j'avais 1 heure, 1 heure et demie de transport. Et donc là, oui, tu lis beaucoup. Voilà. Non, je vais t'avouer que... Excuse-moi. Ouais, je suis passé à Audible aussi il y a 1 an et quelques. Et ça a un peu changé ma vie parce que, bon, toi comme moi, on passe toute notre journée sur un ordinateur à s'éclater un peu les yeux dessus. Et souvent, moi, le soir, du coup, quand j'arrête de bosser, plutôt que d'être devant la télé, je m'écoute un bouquin, ça repose mes yeux et ça me permet de lire, d'écouter pour le coup, plein de bouquins un peu que j'ai lu la biographie de Steve Jobs, la biographie d'Albert Einstein, la biographie de Jeff Bezos, enfin tu vois, plein de trucs comme ça qui sont des bouquins énormes que j'aurais sûrement jamais trouvé le temps de lire autrement. Et là, du coup, ça me permet de les écouter, ça me repose les yeux. Et c'est vraiment, je conseille vraiment à la plupart des gens, soit si vous êtes dans les transports ou si vous voulez vous reposer les yeux, d'utiliser Audible, quoi, de récupérer plein de livres dessus. Ouais, ça coûte 10 € par mois et tu as le droit à un bouquin. En plus, moi, ce que je fais, c'est que je fais en lecture 1,25. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de passer 8 heures à écouter un bouquin, tu passes finalement beaucoup moins de temps. Alors, le seul truc qui est négatif, c'est qu'en fait, ces bouquins-là, tu survoles. C'est-à-dire que tu n'as pas une compréhension aussi bonne que si tu le lisais. Donc, je suis obligé de le lire au moins 2-3 fois pour pouvoir en fait avoir une bonne compréhension. Et le plus dur après, c'est vraiment de le mettre en application. C'est pour ça en fait que souvent, tu vois, j'essaye de le lire et après en fait, avec mon téléphone, je prends des notes et j'en fais un résumé sur mon site internet, puisqu'en fait, ça me permet comme ça de reprendre dessus, de réfléchir dessus. Voilà, parce qu'autrement, juste écouter, en fait, c'est comme si tu regardais un film ou un reportage, tu saisis 5%. Quand tu le lis, je pense que tu dois en saisir 20%, c'est des estimations, hein, encore c'est mon feeling, et quand tu prends des notes et que tu en fais un résumé, tu en saisis peut-être 30 ou 40%. Donc voilà, c'est mon avis personnel, parce qu'autrement en fait, si tu prends pas l'action derrière, c'est comme quand les gens vont une formation. Moi souvent en fait, tu vois, je suis allé à des formations, j'ai fait des formations, et puis les gens en fait, ils te regardent, ils t'écoutent, et puis ils prennent 2-3 notes, mais ils prennent pas d'action derrière. Je dis, mais attends, tu fais une formation, qu'est-ce que tu vas faire demain? Tu as prévu du temps pour le faire? Qu'est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Si tu n'arrives pas, si tu fais pas ça, tu vas passer 8 heures à avoir un truc, tu vas dire, oh ouais, j'ai appris des trucs sympas, mais en fait, finalement, demain, tu vas retourner dans le train habituel et tu vas rien faire. Ou tu vas faire 5% même pas. Donc en fait, faut être un petit peu, faut savoir appliquer ça. Mais c'est vrai que, tu vois là, j'en ai une petite dizaine dans mon compte Audible, et il y en a certains, tu vois, où j'ai vraiment pas pris de notes. Pourtant les bouquins étaient assez intéressants et j'aurais peut-être dû le faire, quoi. Tu vois, par exemple, tu vois, là je suis en train de lire Lean Startup. J'ai donc la semaine de 4 heures, l'art de se lancer de Guy Kawasaki, qui est un peu ancien mais qui est pas mal. Make Storming, j'ai la bio de Elon Musk, convaincre en moins de 2 minutes. Donc il y a toujours des bons trucs à faire. Donc si tu es pressé, c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment bien. Et je vous conseille, si vous voulez vraiment tirer la quintessence, c'est prendre des notes et en faire un petit résumé. Ouais, carrément. Très bon conseil. Est-ce que tu as une routine matinale?
Ah oui, en fait, j'ai plutôt une routine en fait nocturne. En fait, ce qui se passe, c'est que mon réflexe, toi, le soir, avant d'aller me coucher, c'est d'aller regarder mon agenda sur ce que je vais faire demain. Ça, c'est vraiment important parce que tu vois avec ton agenda, qu'est-ce que tu dois faire demain, et ça te permet de te prioriser la journée en disant, ouais, ok, demain j'ai ça, ça, ça à faire, et d'éviter de te retrouver à la maison, enfin au boulot, et dire, ah putain, ouais, c'est vrai que j'ai ça à faire. Donc, en fait, anticiper ce que tu vas faire te permet en fait de te concentrer sur l'essentiel. Voilà. Comme je disais, j'aime bien travailler aussi sur des plages de travail. Dès que je reçois un email, je le classe et je crée une plage de travail dans mon agenda. Ça permet vraiment d'être efficace tout de suite. J'essaye de ne pas trop passer de temps à lire mes newsletters. J'essaie plutôt de les lire un petit peu à des moments où je suis un peu moins performant. Par exemple, 14h30, 16h30, je suis en digestion et je sais que c'est des périodes où de toute façon il ne faut pas que je fasse des trucs sérieux, des trucs cartésiens, des fichiers Excel, des machins. En fait, j'ai un rythme et je connais un petit peu mon rythme et je sais que je vais pas le faire. Après, j'essaye de doper un petit peu aussi mon système, c'est-à-dire qu'en fait, je prends régulièrement des vitamines quand j'ai passé une nuit difficile parce que ma fille s'est réveillée ou parce que ceci, cela. Et une vitamine permet un petit peu d'être un peu plus accurate, plus précis pendant un certain temps. Alors bien sûr, faut pas se doper, il faut pas prendre des vitamines tout le temps, mais ça permet comme ça quand tu as passé une nuit un peu difficile d'avoir un truc important. Alors je prends pas de Beroca, je prends pas tous ces trucs qui sont très très chimiques, je prends juste de la vitamine C classique et ça suffit largement. Voilà. Puis voilà. Oh, c'est pas mal. Est-ce que tu as testé, alors j'ai découvert ça justement sur le podcast de Tim Ferriss dont on parlait tout à l'heure, c'est des jus, enfin c'est des boissons chaudes à base de champignons, de café et de champignons, dont Tim Ferriss est assez fan, et il y en a certains justement qui te boostent un peu tes facultés cérébrales pendant quelques heures, et je t'enverrai le lien, ça s'appelle Four Sigmatic, 4 Sigmatic, et ils ont plusieurs boissons comme ça. J'en ai acheté, il y en a c'est assez bluffant. Alors c'est pas mal, c'est pas mal. Ça remplace le café du matin et ça te booste pas mal. C'est à tester. Alors ça dépend si on aime le goût, tout ça, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. D'accord. En plus, il y a un truc, il parle de Tim Ferriss dedans. Alors je dis pourquoi pas. Alors après moi, faut quand même faire un petit peu attention. Alors je te dis pourquoi ça. Parce qu'en fait, donc, comme je te disais, je me suis fait une triple fracture de l'humérus là il y a pas longtemps, et je pense savoir pourquoi. Parce que bien sûr, j'avais des années que je suis en surmenage, donc en fait, quand ton corps est un petit en surmenage, forcément, il fonctionne un petit peu moins bien pour réparer, etc., etc. Je prenais beaucoup de thé, je prenais grosso modo, on va dire, je pense que je prenais 2-3 litres de thé par jour. Alors j'ai pris un peu trop tard des compléments de fer, parce que je sentais que j'avais un petit peu un coup de barre. Donc, faut faire attention en fait de pas trop se doper, parce qu'en fait tu caches la fatigue. Donc moi en fait j'essayais quand même de faire depuis quelque temps, et mais là bon j'ai aussi une fille qui va naître dans 15 jours à peu près, dans 3 semaines. Donc en fait j'avais plein de préparatifs et tout ça, donc j'étais un petit peu à la fois à devoir gérer le pro, gérer la naissance qui arrive, gérer ma fille qui est en train de voir qu'il y a une petite sœur qui va arriver dans sa chambre et que ça va être un peu compliqué. Donc j'étais dans une période de fatigue, ce qui fait que, tu vois, je comprends pourquoi j'ai réussi à me faire une sacrée fracture pour une chute en fait qui était, c'est pas une chute à moto, c'est une chute en trottinette. Donc en fait, il faut faire attention au dopage. Je pense qu'il faut accepter de dormir, accepter de prendre du sommeil, de se reposer, parce que le sommeil n'est pas un ennemi. Ça, j'ai commencé à le comprendre il y a quelques années. Et toi, pendant un moment donné, je prenais pas mal de Red Bull parce que je préférais ça à boire de l'alcool en soirée. Mais ça aussi, c'est un dopant. Donc en fait, il faut savoir quand dire stop et se dire non, je suis fatigué et je dois dormir. Et pas dire je prends du thé, parce que souvent c'était un peu ce que je faisais. J'étais fatigué, mais je me disais allez, je prends du thé ou je prends un petit Red Bull et puis je pose 3 heures, etc. Donc, mais en même temps, le problème c'est que si tu fais pas la différence en travaillant soit plus intelligemment, tu peux pas faire la différence sur ton marché. C'est ce que j'ai discuté avec mon boss il y a pas très longtemps. Je disais mais de toute façon il n'y a pas de mystère. Soit en fait on travaille mieux que les autres, soit on travaille différemment, mais tu peux pas travailler moins avec un produit normal, parce qu'autrement en fait tu sors pas du lot. Donc en fait
c'est vraiment une dualité qui est pas facile non plus à mettre en place. C'est Elon Musk, justement, dans sa biographie que j'ai écoutée sur Audible, où il expliquait que si tu bosses 100 heures par semaine et que tu te bats contre quelqu'un d'autre qui, lui, ne bosse que 50 heures, finalement, tu peux sortir un produit 2 fois plus vite que l'autre personne. Alors, exactement. On n'est pas tous Elon Musk, on n'est pas tous capables de bosser 100 heures par semaine, mais je pense qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver, et qui dépend aussi beaucoup de chacun. On a tous un corps différent et on peut tous tenir plus ou moins bien. Il y a des gens, ils dorment 5 heures, ils sont en super forme, il y en a d'autres, ils ont besoin de dormir 7 ou 8 heures, et ça dépend vraiment de toi. Ouais, et puis il faut choisir les bons moments, les bons sprints. Par exemple, tu vois, moi, à un moment donné, quand j'avais pas de famille, tu vois, je travaillais en sprint et je me disais, tiens, je me donne telle période pour faire telle chose, telle échéance, et je travaillais là-dessus. Par exemple, tu vois, ça m'arrivait pendant les vacances de me dire, ok, voilà, j'ai 7 jours de vacances, je vais programmer tous les jours de la semaine, pendant tel temps, telle chose à faire, et j'essayais de m'y tenir dans ce planning-là pour sortir un truc. Alors j'avais des plages de sortie, j'avais des plages de ceci, des plages de cela, mais en fait il faut savoir un petit peu avoir de la rigueur et savoir parfois prendre une pause. À Elon Musk, j'ai fait une critique de sa bio. C'est un personnage qui est à la fois intéressant mais qui est un petit peu aussi dérangeant, puisqu'en fait c'est une personne qui est entre guillemets inhumaine et qui est très capitaliste. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est assez autiste, en fait, autiste en sens du symptôme, hein, pas autiste, voilà, parce qu'en fait, il a eu des problèmes quand il était petit, il a été harcelé par des gens, etc., etc. Puis c'est un petit peu un obsessionnel. Donc en fait, Elon Musk est un bon exemple de quelqu'un qui bosse comme un malade, qui obtient des résultats de malade, mais en même temps, c'est quelqu'un d'assez ignoble au travail, quoi, et tout le monde le dit. Donc après, il a une famille, il a divorcé, il essaye de consacrer du temps à une femme sans trop vouloir y consacrer du temps. Tu vois, c'est des relations, tu les construis pas comme ça, c'est pas une relation commerciale. C'est sûr. Alors, est-ce que tu as un outil web ou une application dont tu peux pas te passer pour ton business ? Alors en fait, j'ai fait un top 150 des outils marketing, j'essaye de le mettre à jour régulièrement, puisqu'en fait ça va très très vite. Pour moi en fait l'outil qui est vraiment incontournable c'est WordPress, puisqu'en fait c'est vraiment un outil où tu peux faire tout avec en fait. Après comme je te le disais, j'aime bien Thrive Team, qui est assez sympa parce qu'en fait tu peux réaliser des landing pages et tout ça, donc c'est un outil que j'aime bien. Après voilà, je teste pas mal actuellement, comme je me suis cassé l'épaule, je teste pas mal la dictée vocale de Google, et je trouve ça assez sympa et assez bluffant, et je pense que ça va vraiment arriver dans les années à venir. Par exemple, tu vois, j'ai un Google Home à la maison, j'utilise pour l'instant à 99,999% des temps à écouter de la musique et à ma fille dire OK Google, joue une comptine, mais je pense que la dictée vocale va un petit peu révolutionner notre manière de travailler, puisque il y a déjà, je crois, 20 millions de Google Home aux États-Unis. Alors quasiment tout le monde s'en sert comme moi, à écouter de la vidéo, la radio et tout ça. Mais vu les capacités de reconnaissance vocale, le développement des voice bots, qui sont en fait des chatbots qui fonctionnent à la voix, je pense qu'on va arriver à des choses assez sympas dans les mois à venir. Et par exemple, au niveau de la recherche naturelle, de plus en plus de gens vont commencer à l'utiliser. Alors, je crois qu'il y a 5 ou 10% de gens qui utilisent sur leur smartphone la recherche vocale. Moi, pour l'instant, je l'utilise pas parce que je trouve que je suis pas persuadé que ça soit aussi efficace. Et puis dans le métro, dans un bus, tu peux pas utiliser en fait la recherche vocale parce qu'il y a les gens aux alentours. Mais voilà, je pense que la recherche vocale va être quelque chose qui va être assez intéressante dans les mois à venir. Ok. Et pour finir notre dernière question, si tu commençais une start-up aujourd'hui avec seulement 1 000 € de budget en marketing, dans quoi tu les dépenserais ? En fait, je prendrais un plan assez simple. Je commencerai par acheter un nom de domaine, héberger un site WordPress, mettre un bon thème qui convertit, créer un blog, une landing page, une stratégie de content marketing pour attirer du trafic, en fait, aller chercher du trafic via du guest posting, lancer en fait une stratégie d'acquisition payante via Facebook Ads, un tout petit peu d'AdWords, parce que AdWords va mettre du temps en fait à fonctionner et à attirer du monde. En même temps, je mettrai une stratégie de retargeting de mes visiteurs sur Facebook et sur Google AdWords, donc pour pouvoir en fait essayer de convertir les gens qui viennent. Je mettrai en place
place une stratégie sur LinkedIn pour tout simplement avoir plus de trafic avec du growth hacking. J'essaierai de mettre en place des partenariats, faire travailler beaucoup mon réseau, parce qu'en fait le réseau physique c'est ce qui marche le mieux et à court terme c'est ce qui rapportera le plus de trafic. Voilà. Autrement, je pense que c'est un petit peu les bases qu'on peut voir un peu partout. Il faut aussi faire attention au product market fit, c'est-à-dire faire attention à ce que ton produit soit vraiment adapté à ton marché. Et donc, ce qui est vraiment essentiel, c'est rencontrer au départ ses premiers clients, ses premiers prospects, savoir pourquoi ils ont commandé, pourquoi ils n'ont pas commandé. C'est vraiment essentiel parce qu'en fait, moi je l'ai vu souvent, des gens qui lancent un produit qui est inutile, tu passes du temps, tu passes de l'argent et en fait tu te dis mais merde, non, le produit est pas bon et tu es obligé de repenser tout le truc. Voilà. Ok, alors pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les auditeurs peuvent aller sur le web pour en apprendre plus sur ton travail ? C'est simple, ils tapent Frédéric Canevette sur LinkedIn, ils me rejoignent sur LinkedIn. Alors je crois que je suis à 25 000 ou 27 000 personnes, donc je pense que je vais devoir créer un deuxième compte. Alors tu vois, c'est là où tu vois que Facebook est moins permissif, parce que là sur LinkedIn je pense que je pourrais le faire sans problème. Donc LinkedIn bien entendu, Facebook, Twitter, etc. Mais mon compte principal, tout mon contenu ou toutes mes idées en fait, vous les retrouvez sur mon blog Conseil Marketing. J'ai aussi un podcast que vous retrouvez sur iTunes. Et bien entendu, si ça vous intéresse un petit peu, je livre une quinzaine d'années d'astuces en marketing sur mon livre de Growth Hacking, qui est disponible sur Amazon. Ça vaut une vingtaine d'euros grosso modo. Voilà. Avec les 4 heures de formation incluses. Voilà. Ouais, merci pour ton partage, Frédéric. Et See you soon. Dès que je pourrai un petit peu plus bouger, c'est un plaisir de te serrer la main. Heureusement, je suis droitier, je peux encore serrer la bonne main, mais bientôt je serai un peu plus mobile. Voilà. Merci encore, Frédéric. Ciao, ciao. Bye bye.